Bonjour et merci à tous et à toutes d'être venus. Ce qui nous réunit ici, le prétexte, c'est les 50 ans de ce qu'on nous a fait croire comme indépendance d'un pays d'Afrique centrale. Et donc, le thème qui a été choisi pour débattre avec les uns et les autres, c'est la gouvernance et la migration. Pourquoi tant de personnes de qualité, journalistes, écrivains, avocats, juristes, sont hors du continent aujourd'hui, alors qu'ils auraient voulu servir leur pays, être auprès de leurs, ne pas être en fuite, ne pas faire quoi que ce soit et peut-être être de simples agriculteurs sur leur continent. C'est donc pour cela que Ramondo Sang, qui a fui son pays depuis Lurette en compagnie d'un de ses doyens, Ndongo, qui depuis 50 ans, c'est exactement la date de la supposée indépendance de son pays, qu'il est dehors et qu'il travaille à fédérer les afro-descendants dans son pays d'exil qui est l'Espagne. Je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'a jamais voulu prendre la nationalité de son pays d'accueil en 50 ans de vie, parce qu'il espère retourner en tant que Équateur-Guinéen dans son pays, avec la nationalité avec laquelle il est parti de chez lui. Et à l'autre bout de la table, nous avons, c'est mon ancien confrère, journaliste BBC, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 15 ans. Il y a 15 ans que Paul Quignon s'intéresse à la chose de migration. Il y a 15 ans, il a commencé par suivre un jeune Guinéen qui venait en Europe. Et 15 ans après, j'apprends qu'il a même réussi à faire la traversée du désert pour vivre l'état d'esprit des migrants. Alors donc, le premier conférencier sera bien entendu Donatien Ndongo Odongo, qui va nous parler de son expérience d'exilé. Pourquoi il se retrouve loin de sa terre, loin de l'Afrique, loin de la Guinée Equatoriale. Bonjour mes amis. D'abord, je veux m'excuser parce que ma langue habituelle n'est pas le français. Ma langue, c'est avec la famille, je parle enfant. Et dans la société, je parle en espagnol. Et j'écris aussi en espagnol. Mais le français, c'est une langue que je ne parle pas habituellement. Mais j'espère qu'en cas nécessaire, mon frère Raimundo, il me corrigera. Il parle correctement, non? Donc, comme vient de dire madame, j'habite déjà en Espagne plus de 50 ans. Couple. J'ai sorti de la Guinée Equatoriale quand j'avais 15 ans pour étudier en Espagne. Dans la pensée de mes parents, de mon père, de ma mère, je devais retourner pour travailler là-bas avec la famille, avec le pays, pour contribuer au développement de ma société, de mon pays, de ma famille. Mais l'indépendance de la Guinée équatoriale, on a pris l'indépendance en 1968. Ça fait 50 ans.
j'étais étudiant en Espagne. 3 mois après l'indépendance, de la date de l'indépendance, le président élu démocratiquement, l'Espagne était à l'époque une dictature, comme vous savez. Mais nous avons arrivé à l'indépendance avec des partis politiques, avec des élections libres. 3 mois après l'indépendance, le président Francisco Matías, qui s'appelait là comme ça, il a bouleversé toute la société guinéenne. Il a interdit les partis politiques, il a tué pas seulement à la personnalité politique, tous les intellectuels, toutes les personnes qui pouvaient les faire un peu que l'empêcher pour continuer et approfondir la dictature, il a tué. Il a gouverné 11 ans. Dans 11 ans, il a tué presque 50 000 personnes dans une population à l'époque de 300 000 personnes. Son principal collaborateur, c'était le ministre de la Défense, et son neveu, Théodore Obiang. Il a pris le pouvoir 11 ans après. Le principal collaborateur du tyran. J'ai écrit en 1980 dans un journal espagnol, quand on s'applaudit le coup d'État, que Théodore Obiang n'était pas la personne qui fera la démocratie en Guinée équatoriale. Parce que c'était le principal collaborateur dans la mort de 50 000 personnes. C'était le principal collaborateur pour l'exil de la moitié de la population, parce qu'à l'époque, la moitié de la population équatorienne fuit dans les pays voisins, Cameroun, Gabon, Nigeria. Il avait des exiliés en Espagne, ici en France, en Allemagne, et tout ça. Donc, la personne qui a parlé du même précédent, mais son principal collaborateur, il ne pouvait faire la démocratie en Guinée équatoriale. Je l'ai écrit. On dit que j'ai bouleversé les relations entre l'Espagne et la Guinée équatoriale. On m'a dit que j'ai fermé ma bouche. On m'a menacé, c'est vrai, en Espagne. J'étais. Et maintenant, je suis menacé en Espagne, l'Espagne démocratique. Donc, et nous sommes comme ça avec Théodore Obiang pendant 40 ans. 40 ans pour tout le monde. Je crois qu'il connaît l'histoire de la Guinée équatoriale. Dans 40 ans, le pays, le troisième producteur de pétrole dans l'Afrique noire, la plupart de la population vivent dans la misère. L'argent qu'on produit le pétrole se revend pour la famille d'Obiang, le plus connu fils d'Obiang, Théodorine, mais ce n'est pas le seul, il y a des autres. Mais le plus connu, c'est Théodorine Obiang, il a dit qu'elle
qu'il fait dans la vie, une vie de playboy. Il a été ici, en France, pendant 20 ans. Il n'y a pas une seule diplôme, même de l'école primaire. C'est vrai. Donc, on dit maintenant qu'il sera le prochain président de la Guinée équatoriale. Son père a dit que son fils aîné doit être le prochain président de la Guinée équatoriale. Donc, dans cette situation, c'est normal que personnes comme moi, et beaucoup de personnes comme moi, nous disons que ce n'est pas possible. J'étais en Guinée équatoriale. En 1985, j'ai allé en Guinée équatoriale pour travailler là-bas. J'étais directeur du centre culturel hispano-guinéen à Malabo pendant 7 ans. Après, j'ai été correspondant de l'agence EFE, Paris, la France Presse en Espagne, et Parlons en France. J'étais correspondant 3 ans. On m'a menacé de mort avec les armes dans la main par le secrétaire d'État de la sécurité à l'époque. Il est déjà mort. S'appelait Manuel Demamba. M'a menacé de mort. Il m'a dit textuellement enfant, parce qu'il ne parle pas l'espagnol. Le président m'a dit que j'étais dit que nous sommes déjà fatigués du tout. Parce que les informations que j'ai publiées, c'est des informations que je n'ai le pays. Je n'ai pas inventé rien. Si on tue les gens dans les commissariats de police, je le dirai. Si on frappe les gens dans les commissariats de police, je le dirai. Si les gens meurent de misère, un an, sans l'électricité, par exemple, un an, sans l'électricité, pas de l'eau, pas de... Et toute la coopération, même la coopération française, la coopération espagnole, la coopération américaine, la coopération de l'Angleterre, tout est volé pour la famille du président. Et je le savais, pas moi, tout le monde. Je suis journaliste, j'ai le droit d'écrire sur ça parce que c'est les nouvelles. Mais il ne voulait pas que ces choses sortent du pays. Donc, j'étais obligé de fuir. Parce que beaucoup de mes amis qui n'ont pas la possibilité de fuir, aujourd'hui, ils sont morts. Les avocats, les ingénieurs, les médecins sont morts, assassinés pour les raisons. C'est la situation. Quand on parle de la situation en Afrique, on dit, oh, bon, les dirigeants africains, et on dit que tout, c'est la conséquence du colonialisme. Bon. Peut-être, mais il faut penser un peu et voir qu'en Guinée équatoriale, le colonialisme a été a duré 190 ans. Les Espagnols, à l'époque, ont tué des Équateurs guinéens, c'est vrai. Les Français, en Afrique, ont tué les Camerounais, les Sénégalais, c'est vrai. Les Allemands, le Togo, en Namibie, Tanzanie, ont tué les Africains. Les Portugais aussi, dans les colonies portugaises. Mais
Et c'est évidemment que les 50 ans d'indépendance de Guinée équatoriale, les deux précédents de la même famille ont tué plus d'Équateur-Guinéens que le colonialisme espagnol. C'est vrai. Maintenant, ce n'est pas un Espagnol, un colonialiste, un Français, un Européen qui dit au gouvernement qu'il vole le pays. C'est lui-même, ce n'est pas le colonialisme. Ce n'est pas une colonne européenne qui dit au gouvernement qu'il détourne l'argent, qu'il assassine les citoyens. La semaine, ça fait 10 jours. Le gouvernement, il a déclaré qu'il veut faire un dialogue avec l'opposition. C'est la 6e fois qu'il convoque à l'opposition pour dialoguer. Il faut demander d'abord les résultats de le 5e dialogue antérieur. Rien. Et quand il a fait la dernière convocatoire, il a fait un décret d'amnistie. Le même jour qu'il signait l'amnistie, un prisonnier politique a été tué dans une prison de village. Le même jour, il signait l'amnistie. 10 jours après de signer l'amnistie générale, aucune prisonnière a sorti de la prison. Comment on peut croire à une personne qu'il dit pour la communauté internationale qu'il veut faire le dialogue? Il jamais a dialogué. Jamais. Et le même jour qu'elle dit qu'elle veut dialoguer, il y a des morts sur la table. On peut croire à une présidente qui dit qu'il veut dialoguer avec l'opposition, il fait l'amnistie, les prisonniers politiques dans un pays, il-même dit qu'il y a une démocratie, il a fait des déclarations ici, un journaliste français, c'est tout ça. Donc, il nous dit qu'en Guinée équatoriale, il existe la démocratie, mais les partis politiques ne peuvent pas faire ces activités. La société civile, pratiquement, n'existe pas, et tout ça. Je crois que la Guinée équatoriale, je le dis plusieurs fois, c'est une prison de 28 000 km² depuis 50 ans. Donc, il faut faire quelque chose pour que cette situation ne continue pas. Merci. Voilà pour l'expérience de ce doyen qui n'en démarre pas et qui compte voir certainement c'est-à-dire vivre au point de vivre le retour à la démocratie dans son pays. Alors, un écrivain, un autre va suivre, Paul Kinyan, qui a écrit ce livre. C'est son œuvre. C'est un dictionnaire qui parle de... Il vous expliquera de quoi ça parle, mais là-dedans, il cite l'expérience migratoire de Raimondo. Raimondo qui il raconte l'histoire de mon père plutôt. Mon père, c'était l'un des leaders de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Il est venu ici en France, il m'a interviewé parce qu'il avait lu mon biographie sur mon site internet.
quand il voulait écrire l'histoire de l'Afrique avec en relatant le vécu des personnes, des peuples africains qui ont vécu cette histoire. Donc il s'est rendu à Paris pour m'interviewer. Il a raconté l'histoire de mon père, comment mon père avait été celui qui a contribué beaucoup dans l'indépendance, en étant dans la radio. Il a soutenu le contre d'Orient pour l'indépendance. Il s'est retrouvé dans une dictature qu'il n'avait pas souhaité. Il a lutté pour une Guinée équatoriale libre. Il s'est trouvé dans des responsabilités dans une dictature. Donc, mon père était le gouverneur civil de l'île de Bioko. Orient était le gouverneur militaire. Donc, il raconte dans ses livres le combat de deux hommes, un pour massacrer le peuple, l'autre pour sauver les vies. Donc, voilà l'histoire qu'il a racontée dans cette livre. Et voilà que moi, je poursuis le combat en fait, de mon père. C'est ça, c'est dans cette histoire que je puise ma force. Parce que moi, comme lui, lorsque je suis rentré en ça sera raconté dans l'épisode qui va vous concerner pour le moment. Donc nous allons laisser Paul Kinyan nous parler de l'expérience de ce livre et de son expérience migratoire, parce qu'il s'est fait migrant parmi les migrants depuis, je vous le rappelle, 15 ans, qu'il s'est intéressé à ce sujet et qui a été consacré, dont la consécration a été ce livre. Paul. Okay, who speaks English? Sorry. This is very impolite and it's very typical of an old colonial country to speak just one language. You know, in England we're very bad, and I'm afraid my French is schoolboy French, so I understood the general areas that you were talking about. But so I will talk briefly, and I'll try and talk slowly, even though I know some people are excellent at English. So I made a series of films for the BBC some years ago about the most dangerous migration route in the world. So out of West Africa and East Africa as well, but mainly out of West Africa, so Burkina Faso, Nigeria, Niger, and we followed the migrants up into Libya, and it was during Gaddafi, and Gaddafi gave us permission to follow them across the border from Niger and close to the Algerian border, and then continue down into Libya. So this was before anybody else was reporting this. So this was back in 2006, 2007. So it's quite early. And what did I learn from that? Well, I learned that a lot of the people coming in, trying to get to Europe in the end, were from countries where there is no war, you know. So, and I'm talking about Eritrea and Sudan and Nigeria and to a certain degree Equatorial Guinea. And obviously these are all countries which have a number of things in common, which is that even though there is no war, the human rights record of these countries is extremely poor. So it is natural to want to improve one's life and leave. And I decided to write this book because I was so fascinated by, first of all, what colonial countries had done, and then by what a series of dictators had done in terms of stealing resources from countries. So I wanted to look at diamonds and gold and cocoa and obviously oil. And oil was the one that really fascinated me because, you know, Britain, we were running Nigeria just as they discovered oil. Just as we were about to hand it over, Nigeria discovered oil, which was not so good for the British. We wanted, it would have been better if they discovered oil a little bit before. But I became fascinated by the plundering, the stealing of resources over a long period of time. So, my focus was drawn to Equatorial Guinea. Now, I have to be honest with you, I knew very little about Equatorial Guinea when I proposed this book to my publisher, but I was just fascinated that a country could be so potentially wealthy that it could be the next Kuwait, the next Qatar,
because it, as we all know, with a very small population and enormous reserves of oil, the potential for a very successful country seemed to me to be one of the most exciting opportunities in all of Africa. And yet the achievement was so low, even in comparison with other countries in Africa. So that's what drew me to Equatorial Guinea. So I read lots and lots of books. I went to the British Library and read loads of documents about Equatorial Guinea. My problem, of course, is I don't speak Spanish, so I had to get people to translate things. And then I came across, Corred. I came across Corred, and I came across the diaspora here, and Raimundo in particular. And he was extremely helpful to me. So I interviewed him, and he told me all about his father's story, and his father being a minister under the immediate post-colonial regime of Macias. And I thought it was fascinating, and I spent quite a bit of time with Raimundo, and I came across with the opinion that he was honest, and he was full of integrity, and he had quiet ambition on behalf of people who've been dispossessed. And I thought his story was important because his father was someone who, even though he was part of the regime early on, tried to do good things. Tried to do good things from within, which is extremely difficult to do. So I included Equatorial Guinea in the book, and there's a whole chapter on Equatorial Guinea, and all the way through Macias, and then Obiang, and then Teodoro, of course. And I plot out all the corruption that has taken place in Equatorial Guinea. And on the way here, it's always funny because most of you are from Equatorial Guinea, so you know far more about the country than I can ever dream of knowing. But I hope you can indulge me. I came up with a list of things I wanted to share with you just briefly. So I spent a lot of time in Africa for the BBC, all over Africa, east, west, south, north, everywhere. And so I have some observations about how Equatorial Guinea might have a regime change. It's not for me to say, because I'm not a politician. I'm a journalist, so I look at it from above, and I just have a view on how other countries have had regime changes. So I was thinking, a lot of you will understand this, but it's worth just trying to set all these out, because it's useful to organise it in one's head, I think. So large-scale, grassroots discontent, so people on the ground being very angry, is one of the things that all these countries have in common. They may be quietly angry. So I'm thinking of Libya, where I spent a lot of time during Gaddafi and during the fighting. There was a lot of discontent. So how does it compare with Equatorial Guinea? Superficially, it was a more difficult place to live, Libya. There was potentially more discontent because it was a police state. A lot of people were put in prison for absolutely no reasons, but thousands of people. And it affected nearly every family over the many decades of Gaddafi's rule. The idea that you're being watched day in, day out. The police state thing isn't quite the same in Equatorial Guinea, is it? But so there was a lot to make Gaddafi's regime a very disturbing place to live. So in one way, you can see that it was more ripe, it was more ready for a regime change when it came, which I'll come to later. It was more ready than perhaps Equatorial Guinea, in that sense, in terms of grassroots discontent. The other key comparison, of course, is oil. And like I said at the beginning, here was a country very similar to Equatorial Guinea, with a huge amount of promise at the beginning. When oil was discovered just before Gaddafi came to power, this was one of the attractions for Gaddafi. He wanted to take the oil, and at the beginning, to assist the country, to improve the health service and education. He did a lot of good things in a very brief period at the beginning, before he started sharing his country's wealth with lots of terrorist groups around the world. But what I'm saying is there's a lot of similarities. The discontent grew in Libya because they saw all the money going to one family, the Gaddafi family, instead of being shared. Very similar again to Equatorial Guinea, although yours has been sustained for an even longer period of time now. Libya was more advanced in terms of internet connectivity.
And in terms of getting people angry on the ground, internet connectivity is obviously incredibly important. It was very advanced, Libya. When I was there during the fighting, people were calling it, as we know, the Facebook revolution, because young people communicated to each other very quickly on the internet. My small knowledge of Equatorial Guinea is that it's very difficult to get people to link up in that way, to mobilise people through the internet, I think, young people. Because a lot of people don't have internet access out in the villages, out in the small towns. It's quite difficult to come by. So in that way, Libya was more ready for a regime change. And then we come to this thing about, if you went in to Equatorial Guinea now, I've thought about this quite a bit, and you went to a small village somewhere near one of the borders, and you had a group of armed men, and you said, we're all going to go and take over the country. My understanding is most people would go, oh, we don't want to be involved. We don't want to be involved because even though things are bad now, they're not catastrophic, we can live, there's some semblance of peace. If we, the decision that people make in these situations is, are things so bad that I'm prepared to risk my life and my family's life for a regime change? Am I prepared to go into a civil war situation? And in Libya, they were at that point. And in Equatorial Guinea, my understanding, having spoken to a lot of people, is that actually villages and towns would say, we don't want to be involved, you'll get in a lot of trouble for this. Because again, the comparison between a poor but peaceful state that they're in now is more palatable, it's easier than all the risks that you encounter by going into a conflict situation. So, the final thing is, obviously, in terms of regime change, and I'm only talking about regime change because we know nothing is going to get done democratically, obviously, in Equatorial Guinea. So in terms of regime change, the final thing that I was considering, which you'll all be aware of, is that you require a spark. And the spark is the most difficult thing. Because sometimes it happens by design, but more often than not, it happens by complete coincidence, almost random circumstances. So in Libya it was the Arab Spring. Nothing really to do with Libya at the beginning, all to do with Tunisia. But it caught fire in Libya. So these were circumstances outside Gaddafi's control and outside the opponent's control as well, that the Arab Spring caught fire in Libya. In Zimbabwe, it's quite interesting, wasn't it, about the spark there, as we know, was Mugabe making quite clear that he was going to hand on power to his wife. I mean, that's not a big spark, but it took a little while for it to pick up some kind of scale and some anger, that spark. Similar perhaps to the fact that now Teodoro is being lined up as the successor. You would think people would start getting quite cross about that. That clearly is an unjust situation when you can see another 30 or 40 years of a very similar regime. Hopefully that is some kind of spark. In Congo, which I write about in my book as well, you will remember the spark was the Rwanda crisis and how it spilled in and took over the whole country from the east to the west and ended up with Mobutu being kicked out of power. But the spark was nothing to do with the opposition in Congo because the corruption was too deeply ingrained. There was very little opposition. So, just finally, I was thinking, what is the spark of Equatorial Guinea for regime change? And some of you, when we finish, can help me understand. But obviously, if you have a 76-year-old president, and he's talking about handing over to his son, you would think that the spark is happening now, that this is sort of it, and that if you want a regime change, then people will be striking now, they'll be doing something now. And that when I say doing something, I mean this is the time to try and win people's minds and try and influence opinion on the ground. Because we all know that whenever there is a regime change, it never normally comes from abroad. It's very, very rare to see a regime change started from abroad and followed through. So your influence here towards people on the ground, it seems to me, in Equatorial Guinea is absolutely key. So I'm really interested to see how you as a small group, but the rest of the diaspora, can handle that. So I shall finish then. Sorry for talking too quickly in English. And I'm more interested to hear what you all tell me afterwards about what's going to happen. But thank you for listening. Thank you.
migrance et de migration, ce n'est pas qu'une affaire de journalistes, de chercheurs et d'écrivains. Vient de nous rejoindre donc Dorado, qui est juriste, conseil, avocat à la CPI. Pourquoi un avocat à la CPI dans cette salle? Pour nous dire quoi? Est-ce qu'il y a eu des criminels entre les pays de départ des migrants et leurs pays d'accueil, ou des complicités entre les dirigeants des pays d'accueil et des pays de départ? Je crois que notre ami Alfonso Dorado va nous dire. Merci. D'abord, bonjour à tout le monde, à tous les expositeurs qui sont ici aujourd'hui, à l'invitation de Raimundo, à l'écrivain, l'historien, journaliste qui vient aussi de Grande-Bretagne. Oui, je suis avocat. Bon, c'est un peu simplement un concours de circonstances près de la Cour pénale internationale. On ne sait jamais ce qu'il y a de prévu. Mais je souhaiterais quand même faire une petite précision qui me semble importante. Il faut faire toujours la différence entre ce qui est migrant et réfugié. On a tendance à faire l'amalgame, et dernièrement, surtout dans la presse, on n'arrive pas à faire la différence entre migrants et réfugiés. On a un point commun, un dénominateur commun avec Raimundo. Je suis aussi fils d'un réfugié politique, mais d'un autre pays, c'est de l'Espagne. De toute façon, il y a comme un lien, en plus la Guinée Equatoriale, c'est un deuxième dénominateur commun. Mais le réfugié politique, d'après les textes internationaux, la différence va se caractériser par le fait que c'est une personne qui se sent ou qui est poursuivie, menacée, que ce soit dans sa sécurité personnelle ou pour persécuter par ses idées, au motif de ses idées. Et voilà. Donc c'est une personne qui donc est menacée, qui cherche donc un statut juridique particulier d'un pays qui va lui offrir une protection internationale, d'après les textes internationaux des années 51 et 66, donc la Convention de Genève, qui permet d'avoir une certaine protection. La question du migrant, c'est quand même un petit peu différent, dans le sens que les flux migratoires sont, en tout cas le migrant, en principe, d'une certaine manière, un choix, on va dire entre guillemets, le choix, c'est avec les guillemets que j'ouvre, du pays où on souhaite, disons, migrer au vu des circonstances économiques, socio-économiques du pays. Donc on est quand même poussé par des conditions évidentes qui poussent à un moment donné un choix qui n'est pas tout à fait volontaire, on va dire semi-volontaire, mais qui est différent par rapport à la persécution politique ou la menace sur l'intégrité physico-psychologique de la personne. Donc voilà, je voulais faire cette distinction pour quand même faire la différence. Dernièrement, si vous avez des flux migratoires, justement, ça peut porter à confusion. Vous avez des grands flux migratoires qui sont au motif de certaines guerres dont on ne va pas porter jugement en ce moment, dans le Moyen-Orient. Et dans ces grands flux, vous avez des flux qui sont vraiment des flux plutôt de réfugiés politiques, des gens qui essayent de se protéger face à certaines circonstances où leur vie est en péril. Et en même temps, ça s'accompagne de manière parallèle, à des flux qui sont migratoires, qui sont plutôt motivés, où le motif est plutôt socio-économique. Voilà, c'est cette petite préalable préliminaire. Remercier, comme je disais, à Raimundo de cette invitation, surtout pour donner un petit regard du côté juridique par rapport à ce qui se passe en Guinée équatoriale. Alors, le lien avec moi, peut-être, et Raimundo, comme je l'ai dit, il y a plusieurs dénominateurs communs. D'ailleurs, moi, j'avais eu l'occasion j'avais été très choqué par une amie, un confrère qui était en Bolivie et qui était la représentante du Bureau international du travail en Bolivie et qui était tombé un peu par hasard sur la situation de la Guinée équatoriale. Et c'est exactement ce que disait notre cher journaliste. C'est un élément qui sautait aux yeux par rapport à la situation de la Guinée équatoriale. Bon, déjà, la question de l'espagnol et de l'histoire, c'était assez intéressant, parce que c'est des rares pays hispanophones en Afrique. Et ce qui nous avait choqué, c'est en effet, c'est la population, une population d'à peine 2 millions d'habitants, avec une richesse incroyable en pétrole, en hydrocarbures. Alors, richesse, je mets aussi entre guillemets, parce que culturellement aussi,
c'est très relatif cette question, cette notion de richesse. Hein. Et culturellement, la richesse, par exemple, au sud du Pérou, pour une famille, ça serait la richesse d'avoir 3-4 vaches et pas nécessairement du pétrole. Le pétrole, ça ne sert absolument à rien, là où il n'y a pas de il n'y a pas de véhicule. Donc vous voyez, la notion de richesse aussi, ça dépend des cultures, ça dépend... donc il y a une notion culturelle. Bon, on vit dans un monde de toute manière qui est assez occidentalisé, où la richesse, en tout cas la référence, on va dire, est celle du pétrole. Donc elle est indéniable par rapport aux échanges internationaux. Donc oui, c'est ça qui nous choquait. On se disait, mais ce qui nous choquait, et elle en tant que consultante, c'était surtout voir la situation des femmes, parce qu'elle était assez portée sur la situation des femmes et la condition des femmes et du travail. Et donc, vu la situation quand même assez criante de Guinée équatoriale, avec des ressources immenses, que ce peut être l'Arabie Saoudite comme le Qatar de l'Afrique carrément, on pourrait s'attendre à une Suisse, au fait, une bonne distribution des richesses, mais ce pays-là, sincèrement, avec un système politique, je vais dire, en reprenant même les traditions culturelles, etc., pluriculturelles, on va dire, il y a plusieurs ethnies, il faut toujours rappeler ça aussi, ça devrait normalement être un pays qui vraiment devrait s'en sortir relativement assez bien. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, par ce que dit notre cher ami historien, une situation que vous connaissez encore bien mieux que moi, et qui préoccupe aussi du point de vue juridique. Alors, pourquoi l'international? Moi, je ne représente pas la Cour pénale internationale, je suis simplement un des avocats qui est dans la liste de la Cour pénale internationale. Je suis avocat au barreau de Paris et aussi en Bolivie. Et il y a un point commun, par exemple, avec des pays comme la Bolivie, c'est que la Bolivie, c'est le deuxième pays en gisement de gaz, après le Venezuela. Pas en pétrole, il y a pas mal de pétrole, mais pas suffisamment. Et ce qu'on constate, c'est que quand même, il y a un lien assez manifeste, c'est que quand les régimes, ils apprennent, ou ils prennent, on va dire, possession, pour ainsi dire, ou s'approprient de la manne financière des gisements, que ce soit du gaz ou du pétrole, ils ont la mauvaise habitude de vouloir rester au pouvoir. C'est ça malheureusement. Et au début, ils ont de très bonnes intentions, c'est ce que disait aussi notre journaliste avec le cas libyen. On essaye de redistribuer dans l'éducation, la santé, d'améliorer. Et au début, ça se fait. Ça part d'un bon sentiment, ça paraît sincère. Mais malheureusement, l'homme et la femme en tant qu'êtres humains sont ce qu'ils sont. Nous avons des défauts et une fois qu'on a pris le goût au pouvoir, apparemment, ça semble être comme l'anneau, le Seigneur des Anneaux, on n'a pas envie de lâcher. Donc, et ça arrive malheureusement surtout au XXIe siècle en Afrique, ça me paraît quand même hallucinant qu'à cette époque et à ce stade, on continue avec cette logique néocoloniale, mais au niveau interne. En fait, ça se reproduit des schémas et des comportements, des rapports sociaux, mais en interne, plus entre les pays. Et d'ailleurs, même ça se renverse. On apprend même que certains pays d'Afrique financent les campagnes électorales de pays occidentaux, de certains groupes politiques occidentaux, que c'était il y a quelques décennies à l'inverse. Et un deuxième constat aussi qu'on peut aussi remarquer, moi je l'ai eu, en plus j'ai eu l'occasion en tant qu'ancien diplomate de pouvoir le constater, c'est que les grandes multinationales, parce que ça on n'en a pas encore parlé, mais les multinationales jouent un rôle très important. Le rapport de force des multinationales des fois est bien plus important que les États. Leur budget est des fois même bien plus supérieur que les États occidentaux. Et il y a un petit comportement, on va dire, qui s'explique, mais qui ne se justifie pas. C'est que certains groupes pétroliers, en particulier gaziers, une fois qu'ils ont certaines concessions pétrolières, souhaitent en fait que le régime reste stable, entre guillemets, quel que soit le régime. Si c'est une dictature, sincèrement, on ne préfère pas trop faire bouger les lignes, il est plutôt préférable, on préfère plutôt, voilà, en tout cas être très neutre, Par contre, vous savez qu'il y a quand même, dans le contexte international, le fameux Global Compact, maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, même plus, qui sont des lignes de conduite qui ne sont pas contraignantes pour les entreprises multinationales, mais qui sont des lignes de conduite qu'elles devraient respecter par rapport aux droits sociaux, par rapport aux droits humains et par rapport aussi à la corruption.
éviter tout comportement ambigu qui incite la corruption dans divers pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises pétrolières. Et là, nous avons aussi un lien aussi presque direct aussi avec les États, c'est-à-dire les sociétés pétrolières. En l'occurrence, pour donner un exemple, le cas de l'Espagne, vous verrez que, vu qu'ils ont leur siège dans ce pays-là, même si ce sont des multinationales, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de nationalité, ils ont la nationalité du siège, mais ils sont évidemment défendus par le pays où ils ont leur siège social. Et donc vous avez des pays qui sont beaucoup plus enclins à ne pas trop critiquer la situation politique du pays, et d'autres que, comme il n'y a pas vraiment trop d'intérêt économique important, on se permet quand même de critiquer, heureusement, quand même pour dire ce qui se passe, en tout cas dans le cas de la Guinée équatoriale. Alors, c'est une dictature de plusieurs décennies. Pourquoi une dictature? Il faut toujours rappeler comment on caractérise un régime de dictature. C'est tout simplement la concentration excessive de tous les pouvoirs. J'ai quand même pris la peine de lire la constitution de la Guinée équatoriale. Alors, au départ, c'est très bien. Et puis après, on avance un peu dans la lecture des différentes normes constitutionnelles et on se rend compte que finalement, c'est très jacobin déjà comme régime, dans beaucoup de pays, mais plus que jacobin, c'est très vertical. Et il y a une concentration dans la nomination et la désignation des hautes fonctions publiques et même judiciaires par le président de la République. Donc il y a un sacré problème et il y a un grand travail à faire, en tout cas de ce côté-là. Et j'espère que c'est l'initiative précisément que lance Raimundo avec son équipe puisse travailler sur ça. J'ai vu qu'en plus de l'idée des différentes commissions qui sont prévues, il est prévu précisément de travailler sur ce côté-là, c'est-à-dire travailler une nouvelle forme de gouvernance. Qui dit gouvernance veut dire retravailler un pacte social entre clans. Nous avons une expérience en Amérique latine. Et par contre, ce qu'il faut, c'est tirer les conséquences des mauvaises habitudes et des questions, surtout des aspects négatifs, comme ça s'est produit ces dernières décennies en Amérique latine, comme je le disais, des fois avec de très bons sentiments au départ, et puis qu'en cours de route, où on essaye de se maintenir au pouvoir en contournant même les nouvelles constitutions et même en convoquant des assemblées constituantes. Alors, je voulais vous faire dans un deuxième point tout simplement faire un rappel des yeux de la communauté internationale par rapport à la Guinée équatoriale, qui sont certainement, il n'y a pas une bonne perception. Vous avez Amnesty International qui fait bien remarquer le problème qu'ont les défenseurs des droits de l'homme qui sont harcelés et font l'objet d'intimidations constantes et permanentes, les restrictions à la liberté, des détentions arbitraires, des gens qui sont frappés, des femmes et des enfants mineurs d'âge aussi, et aussi une question qui m'a quand même un peu fait bondir, c'est la question de la peine de mort. Je pensais qu'elle était abolie, mais en fait elle n'est pas encore en Guinée équatoriale. Donc vous avez aussi, on rappellera, je ne sais pas si ça a été dit, en tout cas désolé pour le petit retard, mais il faut rappeler que le vice-président et le fils Obiang ont été condamnés quand même à Paris, 3 ans d'emprisonnement, même si c'est avec sursis, mais c'est déjà une grande victoire au point de vue symbolique, et 30 millions d'euros en dommages et intérêts. D'abord, et ça par le tribunal de grande instance de Paris. Alors, je vous rappelle aussi qu'il y a une affaire qui a été portée devant la Cour internationale de justice entre la Guinée équatoriale et la France concernant la question de l'immunité des biens qui ont été saisis. La Guinée équatoriale indique que le bâtiment du Foch serait en fait partie de la représentation diplomatique et que la France n'avait pas à saisir, parce qu'effectivement une ambassade, une représentation diplomatique sur le principe, bien évidemment, a l'avantage et l'immunité diplomatique que les conventions de Vienne des années 60 lui accordent. Cependant, cela fait partie d'une inscription d'un registre du pays hôte qui, quand il accepte des représentants diplomatiques. Apparemment, justement, le litige porte sur cette question-là. Ce bâtiment était utilisé, il y avait un usage, et j'imagine que la diaspora est plus au courant, pour des questions plus privées du fils de Biang que pour des questions officielles, et d'ailleurs n'était pas apparemment dans les registres du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, ici en France, ce qui est
a soulevé un problème dans la Cour internationale de justice. La plupart des demandes de la Guinée équatoriale du régime d'Obiang, la Guinée équatoriale a été déboutée, sauf sur cette question, à part cette question où la Cour internationale de justice a indiqué qu'elle était compétente et elle devra certainement trancher. Après, vous avez des autres rapports qui sont très intéressants aussi au niveau des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires. Alors, ça c'est une question qui arrive aussi beaucoup dans ces types de régimes dictatoriaux, c'est qu'à un moment donné, ils ont le soutien, parce que bien sûr, on a l'indépendance, l'année 68, etc. Donc, il y a les grands libérateurs, on va dire, etc. Et Obiang, j'imagine, à l'époque, était dans l'armée, hein, parce que deux gouverneurs militaires, etc. Ton père à l'époque, etc. Ce qui se passe, c'est que ces genres de personnes, de régimes, à partir du moment où ils prennent le pouvoir et essaient de le maintenir, il commence à s'installer une certaine paranoïa. Une paranoïa et aussi l'utilisation de certaines techniques pour maintenir au pouvoir. Une première, donc cette paranoïa va donc dériver dans l'utilisation de mercenaires, étrangers, pour faire le sale boulot. Assassiner, torturer, voilà. Et ça, mais attention, c'est pas seulement propre à la Guinée équatoriale, ça a aussi été fait, c'est très questionné, par exemple les États-Unis l'ont fait aussi avec même la France l'a fait. La France aussi, et c'est une manière, il y a pas mal d'articles dans le monde diplomatique qui sont très intéressants sur ce sujet. Et l'Espagne également. C'est au fait une manière de se dédouaner du point de vue juridique, parce que c'est sur le plan juridique la question, parce que évidemment, à partir où vous déléguez certaines tâches qui sont sales à des personnes qui n'ont pas de lien avec la force publique, la puissance publique de l'État, c'est beaucoup plus compliqué de faire le lien, c'est beaucoup plus compliqué la persécution pénale et demander une sanction pour ces genres d'actes. Donc, il y a un rapport des Nations Unies, sachez-le, par rapport à l'utilisation de mercenaires de la part du régime d'Obiang. Aussi, il y a des rapports sur les tortures et les traitements dégradants, ça je crois que vous le savez aussi bien que moi. Il y a aussi un troisième rapport sur toutes les détentions arbitraires, et il y a un quatrième rapport aussi sur les libertés d'opinion et des expressions qui ne sont pas bien évidemment respectées. Une autre technique aussi pour se maintenir au pouvoir du régime Obiang en particulier, c'est de créer, et ça c'est malheureusement, je dis malheureusement, parce que ça justement ça fait partie des mauvaises pratiques qui se sont déroulées ici aussi un peu en Amérique latine, c'est de créer des sensations de qu'on est persécuté, soit par un pays, soit par l'impérialisme américain, dans le cas d'Amérique latine. On est tout le temps persécuté, tout le temps. Même s'il pleut, c'est la faute de l'impérialisme américain ou du voisin, du pays voisin. Donc on essaie de rappeler ce sentiment nationaliste pour souder les gens autour du régime dictatorial. Puis on crée aussi, ça c'est une technique qui est assez connue, c'est la technique du faux coup d'État. Ou du groupe terroriste, du pseudo-groupe terroriste qui essaie de prendre le pouvoir par les armes. Et en fait, ce sont des coups, des opérations sous faux drapeau, qui permettent d'une part, une fois que au départ ça semble sincère, hein, la démarche soit révolutionnaire ou de coup d'État pour renverser le régime, une dictature, mais finalement c'est aussi un coup d'État. Mais ça permet d'identifier déjà des opposants, des gens qui étaient loyaux au régime qui ne le sont plus ou à moitié. Et donc ça permet de les éliminer, de les supprimer. Ça, il y a pas mal de régimes qui l'ont fait dans le passé. Hein. Il suffit de voir un peu Staline, Mao avec le printemps. Enfin, il y a eu des printemps assez intéressants aussi dans ces pays. Et donc c'est une technique pour se maintenir au pouvoir. Alors, les pistes, simplement, et pour essayer de conclure mon intervention, surtout face à cette intéressante initiative de Raimundo, et comme l'indique aussi il l'affiche de manière claire, ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est une initiative pour travailler de la base avec les gens. On ne travaille pas des personnalités, on essaie de travailler, il y a 4 ou 5 sujets ou axes thématiques à travailler avec les gens. Tu m'avais aussi indiqué le besoin de travailler surtout avec les jeunes, la nouvelle génération, de les impliquer, la complexité de travailler aussi avec les jeunes, ce que disait aussi un premier journaliste, au regard du manque
de connexion à Internet et d'accès à Internet. Bon, en tout cas, il faudra faire usage de moyens traditionnels, mais c'est important de travailler avec les nouvelles générations. C'est surtout, j'imagine, pour elles qu'il faut travailler à une ouverture et un changement du régime en place, qui, je suis sûr, ne va pas tarder à tomber. Enfin, j'en suis convaincu. Il y a, comme indiquait aussi mon voisin à côté, il y a des moments où vous arrivez à une masse critique, où vous pensez que cette impunité sera éternelle, permanente, ça n'aboutira à rien, et que le régime va. Mais il y a certaines conditions qui commencent à permettre à penser et envisager vraiment ce changement. Une de ces pistes, effectivement, un des axes thématiques aussi qui est prévu dans ton initiative pour une alternative au gouvernement Guinée Equatoriale, c'est de travailler avec la communauté internationale. C'est très important. L'opinion, c'est-à-dire la manière comme on voit les yeux de la communauté internationale par rapport à la Guinée équatoriale, peut avoir son poids d'or, peut avoir une influence décisive pour des changements de comportement et essayer de manière pacifique une transition. D'ailleurs, j'ai vu que ça me paraît très sage, en plus de votre part et en plus très, très gentil, je vais le dire même, c'est de prévoir un groupe de travail pour la conciliation et une commission de vérité, qui me semble très important. Commission de vérité, comme l'historien, aussi notre historien vient d'évoquer, il y a des gens qui sont assassinés, il y a des familles qui sont dans la douleur. Et ici, il y a une des choses très importantes qu'on a appris avec le droit international pénal et de la Cour pénale internationale aussi, et qui ressort beaucoup chez les victimes, c'est le besoin de la vérité, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où sont les corps. Et ce problème aussi, c'est un problème qui ressort aussi en Amérique latine. Vous avez, moi j'ai défendu, il y a des familles, des victimes d'anciens députés qui ont été assassinés, par exemple, dans le cadre du coup d'État, et jusqu'à maintenant, on n'a pas les corps. Ça fait plus de 30 ans, 35 ans, 40 déjà. Et ça pose un problème pour les familles, de ne pas pouvoir faire le deuil. Non, donc cette commission de vérité et de conciliation, donc avec un double objectif, me semble très important, me paraît très sage, mais ça ne veut pas dire de céder et baisser les bras. Il faut être très ferme. Une dictature, c'est une dictature. Et ce qui est important, c'est de penser aussi, et je le laisse comme une piste, c'est vraiment de réfléchir le moment opportun de convoquer une assemblée constituante et que ce soit le peuple qui décide son nouveau pacte social, ses nouvelles règles de jeu, ses nouvelles institutions, et en reprenant, encore une fois je le dis, les meilleures expériences, le côté positif de toutes les expériences dans le monde entier, en particulier de l'Amérique latine, et en essayant d'éviter surtout les mauvaises pratiques, et notamment celle de la corruption et de la concentration des pouvoirs. Voilà, les uns et les autres ont pu donc faire la relation entre la relation sociale, politique, économique, humaine et aussi déshumanisante de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, gouvernance, dans le sens de mauvais choix, mauvaise décision des gouvernants et migration. Alors nous allons maintenant faire parler à Raimondo qui nous disait que son père a fait de la politique, mais il a sauté une génération. L'ascendant déjà, l'alliance de père du père était déjà dans la même politique bien avant la naissance de Raimondo Sang lui-même. Et lorsque Raimondo Sang grandit, c'est quasiment lorsque son père quitte l'espace politique, lui qui a contribué à asseoir l'indépendance et à mettre les institutions fiables dans son pays. Quand il grandissait donc, le jeune Raimondo a pensé que voilà, il pouvait gambader de la Guinée Équatoriale à la France, faisant ses études tranquillement et puis pouvoir repartir et servir son pays, en faire peut-être, et rêver peut-être de faire de chaque citoyen guinéen, équato-guinéen, un petit Suisse, hein, avec la mentalité suisse, fier d'avoir un patrimoine à partager de façon équitable avec tous les citoyens. Mal lui en a pris quand, dans 2010 environ, il rentre chez lui. Il se rend compte que le nom qu'il porte certainement et les ambitions qu'il a avec son pays posent problème. Alors, il fallait revoir les algorithmes
et il se retrouve à nouveau ici. Ça fait donc du bout de son jeune âge, il a déjà plus de 10 ans de vie d'exil parce qu'il veut être loyal et juste envers son peuple qui ne mérite pas une vie déshumanisante à laquelle il fait face aujourd'hui. Donc il va mieux nous l'expliquer lui-même. Merci beaucoup. Mon principal sujet aujourd'hui, c'est de présenter une alternative politique sur la base de tout ce que le précédent orateur a parlé sur les problèmes que nous vivons aujourd'hui en Guinée équatoriale. Mais je vais d'abord faire une petite résumé sur moi et sur les raisons qui me poussent à maintenir à flot le désir de continuer la lutte politique. Comme vous savez, que c'est une lutte qui est difficile. Tous les opposants savent que pour se maintenir cet esprit de combat, il faut vraiment avoir une raison très puissante qui vous pousse à rester dans le combat parce que c'est difficile. Donc, ce qui me pousse à rester dans le combat, en fait, c'est au fait l'expérience de mon père, le vécu de mon père qui me pousse à dire bon, la vie n'a pas un sens si toujours on cherche tout simplement avoir un boulot, avoir sa petite vie et laisser tout tomber. Lorsque vous avez grandi avec un père qui a pris la décision de vivre selon ses convictions. Et lui aussi, il ne l'a pas fait. C'est quelque chose aussi qu'il a hérité. En fait. Parce que nous sommes, mon grand-père était un chef tribal, quoi. C'était un patriarche. Un patriarche qui, à la fin, est arrivé aux accords avec les Espagnols pour pouvoir. Vous savez que nous, en Afrique centrale, surtout les femmes, ils ont beaucoup combattu avec les Occidentaux. Nous avons eu des guerres qui étaient vraiment énormes. Et pouvoir pénétrer nos différents peuples, ils ont utilisé beaucoup plus la religion catholique, tout ça. Donc mon grand-père, lui, il a transmis à mon père ce désir de lui dire, voilà, nous avons découvert que nous avons été vaincus avec la science. Donc il fallait étudier. Donc il a laissé mon père aux mains des Espagnols à 15 ans. Mon père est venu, il a quitté le village avec un Espagnol qu'il a envoyé en Guinée équatoriale, où il a travaillé avec l'ingénieur agronome de l'époque, depuis 15 ans jusqu'à 30 ans, il était son adjudant. De toute façon, il n'est pas allé à l'université, lui était déjà devenu ingénieur, professeur. C'est lui qui formait aux ingénieurs espagnols qui venaient en Guinée équatoriale pour faire des stages, quoi. Donc, l'un de ses atouts, c'était qu'il était le plus grand spécialiste du cacao. Le cacao qu'on voit aujourd'hui. Mon père, depuis petit, il était le plus grand spécialiste du cacao. Et notre pays, la richesse fondamentale qui avait notre pays, à cette époque, c'était le cacao. Donc, ils ont cru qu'en prenant l'indépendance, d'accord, ils avaient déjà des compétences pour pouvoir continuer avec le pays en développant ce qu'ils connaissaient déjà, le cacao, pour que le pays puisse continuer à vivre. Nous avions à cette époque le meilleur cacao au monde, la Guinée équatoriale. Le cacao et le café aussi d'ailleurs. Voilà. Il y avait le café aussi. Voilà, le café et le cacao. Donc mon père était spécialisé. Lui, étant aussi nationaliste, il a eu aussi la chance d'initier avec les Espagnols quelque chose. De leur dire, moi j'ai l'aura, je parle bien, je vais faire des émissions radio en langue femme. Donc c'était pour lui le moyen de véhiculer l'idée de l'indépendance sur le peuple en parlant en femme, sans que les Espagnols sachent de quoi il parlait. Donc c'était quelque chose que... Mais là maintenant, l'indépendant arrive, avec l'illusion de pouvoir continuer à développer le pays, avec l'illusion d'être l'héritier d'une conception de son père, il s'est retrouvé à que Macias s'est transformé en dictateur. Il a pris son neveu
pour le mettre à l'armée. Il y a une petite histoire que les gens aussi ne connaissent pas. Mon père, c'était ils étaient trois. Mon père spirituel, le ministre de l'Éducation à cette époque, qui s'était opposé à Macias sur la promotion de l'Orient. Ils l'ont dit clairement, bon, nous avons lutté pour avoir l'indépendance. Bon, ce n'était pas une affaire de famille. Là maintenant, ils ont failli nous donner un coup d'État, parce que c'était une histoire de coup d'État que les Espagnols ont voulu comploter pour mettre quelqu'un qui est plus facile à manipuler. Donc, ils l'ont dit, on n'a pas eu d'indépendance à cause de la famille. Il y a 12 officiers équatoriens qui se sont formés en Espagne, qui sont aussi des nationalistes. On ne voit pas pourquoi vous allez mettre votre neveu pour s'occuper de la sécurité. Donc, il a mis son neveu à ne pas écouter mon père et ses amis. Et au bien, c'était le dernier de l'académie, c'était un complexé, quelqu'un qui ne devait même pas être sélectionné pour aller faire l'armée, parce qu'il n'avait pas le niveau, il a eu un combien, il a mis la langue, c'était quelqu'un extrêmement complexé. Et les régions, qui est la région de Mouvement, aussi n'avaient pas travaillé sur l'indépendance du pays. Donc, c'était une région qui n'avait pas beaucoup d'intellectuels. Dès que Macias arrive au pouvoir, d'accord, la région, tout à coup, découvre qu'ils ont déjà le pouvoir. Mais, puisqu'on n'a pas beaucoup travaillé sur le plan intellectuel, on ne peut pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'amener tous les villageois qui étaient là, qui étaient déjà complexés avec les gens qui étaient en ville, à liquider tous les techniciens, tous les cadres intellectuels. C'est ça le massacre qu'il y a eu en Guinée équatoriale. Et ces gens sont aujourd'hui les mêmes gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils se disent que si nous quittons le pouvoir, notre région va subir des représailles. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à 50 ans de dictature, parce qu'il y a une région de mouvement qui disent qu'on ne peut pas laisser le pouvoir, malgré qu'aujourd'hui ils ont déjà des cadres formés, et cette peur reste là. Donc notre mission c'est de continuer à faire la pression et dialoguer aussi en disant que voilà, nous voulons une Guinée équatoriale libre. Vous avez vu les dégâts qui a été causé à 20 ans d'exploitation pétrolière en disant que nous n'allons pas admettre les cadres intellectuels. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. En rebondissant sur mon père aussi m'a donné l'éducation. Parce que au moment de la première dictature, ils ont même réussi à fermer les écoles. Hein. Ils avaient fermé toutes les écoles. Et donc, pour avoir l'éducation que j'ai aujourd'hui, mon père a dû, en cachette, prendre des profs particuliers pour continuer à nous suivre l'éducation même à la maison. De toute façon qu'après le coup d'État, lorsque bien il ne pouvait plus continuer avec l'affaire de fermer les écoles, il fallait ouvrir les écoles. Et donc, nous avions déjà commencé. Nous avons commencé l'école avec un bon niveau, ce qui m'a permis de faire des cursus universitaires jusqu'à devenir ingénieur pétrolier. Embauché ici en 2003 pour travailler avec la plus grande entreprise du pays, j'étais en 2003, je vous dis 2003, nous avions déjà 7 ans d'exploitation pétrolière parce que le plus grand gisement a été découvert en 1996. J'étais en 2003 le seul ingénieur pétrolier équatorien. Pour vous dire à tel point que le régime en place ne voulait pas former les cadres nationaux par peur des hommes formés. J'arrive en Guinée en 2003. En 45 jours, on m'appelle pour me donner la nomination au ministère de l'économie. Pour travailler au cabinet du ministre de l'économie. Moi, que je le connais très bien, parce que moi, je me connais depuis petit, moi, je ne suis pas intéressé à travailler sur le ministère. Je l'ai dit, j'ai essayé de faire une lettre en disant, laissez-moi acquérir un peu d'expérience avant d'envisager de travailler à l'administration. Donc, bon, ils ont compris que c'était un refus pour moi, et donc, ils n'ont pas supporté. J'ai pu résister dans l'industrie pétrolière seulement 3 ans et demi, tellement que j'ai subi la pression. J'ai pris ma démission. Les compagnies américaines ne connaissaient pas pourquoi j'ai démissionné. Ils étaient tous sur moi en disant, mais si vous ne voulez plus travailler sur l'alcool, venez travailler avec nous parce que vous êtes quand même des seuls. On m'appelait outsider.
dans les meetings, parce que on amenait seulement les cadres supérieurs étrangers. Les Équatoriens étaient de vauriens, des gens qui font le travail manuel. Et ça faisait mal. Que nous avons des moyens pour former nos jeunes. Pourquoi aujourd'hui nous sommes à tel point méprisés? J'ai une expérience qui était vraiment frappante. J'étais l'ingénieur chimiste de production pétrolière. C'est nous qui nous occupons de toutes les opérations chimiques. Il y a un gaz mortel qui est apparu dans l'une des plateformes. Donc, je devais former tous les cadres, même les employés, les gens qui travaillent sur les plateformes, sur la dangerosité de cette gaz. Donc, il fallait former même les cadres européens. Tellement qu'il n'y avait pas les Équatoriens compétents. Lorsque j'ai fait mon cours, il y a eu une Irlandais qui a dit que je ne peux pas le former. Parce qu'il y avait une telle méprise de l'Équateur-Guinée même dans son sol qu'on ne pouvait même pas oser à lever la tête. Donc mon combat aujourd'hui, c'est un combat de dignité, d'ouverture sur place, de voir comment je suis ingénieur de production pétrolière. Je vois combien de barils de pétrole on produit tous les jours. Et quand je quitte les plateformes pétrolières, je vais chez moi, je vois une telle misère sur le chemin que je n'ai pas pu, moralement, je n'ai pas pu que de m'engager politiquement. Lorsque je suis venu en exil, j'avais le choix de pouvoir travailler comme ingénieur pétrolier un peu partout dans le monde. Je me suis dit, ma vie aura quelle chance en sachant que mon pays, c'est le 3e producteur de pétrole en Afrique. Qu'est-ce que je vais aller faire au Moyen-Orient? Qu'est-ce que je vais aller faire en Amérique latine? Les endroits où je peux travailler et gagner très bien ma vie. Donc je vais préférer subir une vie dure par conviction. Et j'ai la conviction que les choses peuvent changer à Guinée équatoriale et je le vois. C'est difficile, mais je sais qu'il y aura un changement en Guinée équatoriale. Et ce changement ne doit pas venir seulement des Occidentaux. Ce changement doit venir sur le travail que nous-mêmes, Africains, avons fait pour notre pays. C'est nous qui devons nous organiser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dire faites telle initiative, ou faites telle chose pour qu'après, s'il y a un changement de régime, votre pays ne tombe pas dans le camp. Parce que les dictateurs, l'une des raisons qu'ils cherchent à imposer, à véhiculer, c'est qu'après moi, il n'y aura rien. Le chaos. C'est le chaos. Et étant donné que les gens étaient occupés seulement à l'insulter en disant qu'il était dictateur et sans avoir un travail réfléchi derrière, on peut facilement tomber dans le camp. Donc l'initiative que je vais présenter aujourd'hui, c'est une initiative qui inspire d'abord de l'expérience que j'ai eue après avoir créé la première initiative il y a 4 ans qui s'appelle Correct. Je crois que tout le monde a entendu parler d'ici la Correct. J'avais réuni tous les soi-disant opposants équatoriens qui étaient en exil, qui se présentaient comme opposants politiques à ce moment-là. Moi, sans faire toutes les vérifications si c'était les vrais opposants, nous avons créé une coalition d'opposition ici à Paris. Aujourd'hui, dans cette coalition d'opposition, ils sont tous partis. Tellement que le régime est fort, tellement qu'il n'y avait pas des gens avec des convictions, ils sont tous partis. Je suis resté. Et quand je reste comme ça, je me dis, écoute, il doit y avoir encore des gens honnêtes dans ce pays, surtout en exil. Et je viens trouver mon grand frère. Je lui ai dit, Donato, il m'a dit, pourquoi vous ne m'avez pas fait appel lorsque vous avez appelé tous ces gens-là? Moi, je savais qui ils sont parce que ça fait 50 ans qu'on est dans le combat. La plupart de ces gens-là, je les connaissais déjà. Je lui dis, moi j'ai fait appel aux gens qui étaient en partie à ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais savoir que ces gens-là allaient trahir, allaient faire revenir les coutumes d'avant. Donc, sur la base de cette expérience, et en observant les fossés qui a été créé entre le peuple et les soi-disant opposants,
Parce que le peuple ne croit pas à l'opposition. La plupart des gens qui sont en opposition, ils viennent chercher à avoir une image pour après être rachetés pour le régime. Et tout ce qu'on veut créer en dehors de ça, ils ont tellement de moyens pour torpiller quelque chose qu'ils voient comme positif, de telle façon que ça n'avance pas. Donc, je me suis reconverti au digital en 2009, une fois que j'ai décidé de ne plus travailler comme ingénieur pétrolier. J'ai fait la programmation web, tout ça en Espagne, ensuite avec les académies. Donc, j'ai eu des connaissances digitales parce que je savais qu'on n'aura pas non plus avoir la visibilité par des grands médias. C'est difficile. Donc, j'ai commencé à apprendre. Donc, l'initiative que je présente aujourd'hui, c'est une initiative qui puise sa force sur le digital. J'aimerais arriver à communiquer avec les citoyens, avec le peuple équatorien, à travers des plateformes qui peuvent empêcher le gouvernement de faire obstacle à ces projets. Donc nous avons une application qui serait sur Facebook. Avec cette application, les Équatoriens qui ont accès à Internet peuvent rentrer dans l'application sans que le gouvernement puisse se rendre compte qui rentre et qui sort. S'il doit fermer l'application, il doit fermer Facebook. Et vous savez que fermer Facebook, ce n'est plus comme fermer le site web de la Lune ou le site web de l'opposition, comme ils ont l'habitude de faire. Donc, l'application va nous permettre de travailler sur l'initiative. Et l'initiative a été pensée et structurée à travailler sur les sujets, comme a été décrit, comme l'avocat l'a bien décrit, sur les sujets qui peuvent faire que demain, le pays ne se trouve pas dans une situation où il n'y a pas un travail de base qui a été fait. Ce n'est pas une partie politique, c'est un mouvement qui a un caractère politique, bien évidemment, mais qui a aussi un caractère social, sociétal, qui a aussi un caractère de unification du peuple. Voilà, le projet s'appelle IGAD, qui s'appelle Initiative pour un gouvernement alternatif et démocratique. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement, c'est créer des hommes et des femmes, une identité des hommes et des femmes, non seulement formés, parce que la formation, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que la plupart des gens qui s'affichent comme opposants, très souvent, c'est des gens qui ont des formations, mais derrière la formation, il n'y a pas ce désir de rester intègre pour la cause pour laquelle on combat. Donc, c'est ce projet que je vais travailler, et ce projet aussi a une caractéristique très bien que je dois vous exprimer. Ce n'est pas un projet qui est simplement pour les Équatoriens. C'est un projet auquel tout le monde qui veut aider la Guinée équatoriale peut s'adhérer. Et je crois que c'est un projet aussi qui doit être utilisé pour d'autres dictatures, pour d'autres pays africains. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir la chance de retrouver nos différentes libertés. Et aujourd'hui, nous avons un sujet qui permet de travailler, qui permet de justifier que l'Afrique a besoin d'un changement. C'est le sujet de l'immigration. Tout le monde le sait déjà ici. Maintenant, les pays occidentaux commencent à pointer du doigt le problème de la mauvaise gouvernance en Afrique, qui est la principale cause de l'immigration. Donc, nous avons maintenant aujourd'hui un sujet sur lequel on peut faire appel aux pays occidentaux, en leur disant aussi, parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient, les indépendances ont été acquises par les pays africains, pas par la guerre surtout. Ils ont été acquis parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il ne fallait pas encore maintenir les Noirs sous l'esclavage, qui était le même régime qu'ils avaient fait. Donc, les luttes qui ont eu, c'était les luttes surtout, les luttes que les gens qui avaient des biens qui ne voulaient pas ça. Mais il y avait un sujet bien particulier qui était la libération de l'Afrique, parce qu'on ne pouvait pas continuer à soumettre l'homme noir qui avait déjà même travaillé pour la libération de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous avons aussi 7 sujets sur lesquels on peut présenter que 50 ans après les indépendances, rien n'a changé. Les choses se sont empirées.
Chez nous, les vieux vont vous dire qu'on était mieux avec les Espagnols. Et c'est une honte. On n'a pas vu chez vous partout. C'est une honte. Le colonialisme continue avec l'hypocrisie. Voilà. Donc pour moi, voilà ce que je voulais dire à la fin de cet exposé. Et pour savoir que nous devons tous travailler ensemble si nous voulons des changements dans nos différents pays. Merci beaucoup. Chers amis, chers confrères,